début d'octobre 1945, la guerre passée est trop présente encore pour que l'actualité n'en rappelle constamment le souvenir. Britanniques et Américains fêtent encore leur victoire, les Français exécutent Laval, les Allemands sont contraints de voir de leurs yeux les victimes qu'ils ont faites du temps du nazisme. Un peu partout, on rend hommage au rôle des femmes dans la société et pendant la guerre. Est-ce pour que leurs droits soient égaux à ceux des hommes dans la société de demain? La guerre est finie. Désormais, ce sont les problèmes sociaux, économiques, coloniaux, idéologiques également avec la guerre froide, qui occupent le devant de la scène. Aussi, à Histoire parallèle, comme d'habitude, nous continuerons à présenter l'intégralité d'un journal d'actualité de la semaine d'il y a 50 ans, mais comme il se peut qu'un thème émerge de ce journal, nous montrerons aussi des documents ou actualités de plusieurs pays ou de différentes époques qui traitent de ce problème. Cette semaine, il se trouve que dans les actualités montrées aux Allemands, c'est le thème de l'émancipation des femmes qui émerge, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec Malène Rébériou, présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, historienne qui a écrit sur les femmes dès 1970, femme politique s'il en est, à qui je demande quelles sont à votre sens les composantes de l'émancipation féminine à l'époque où nous sommes, 1945, avant et après. Une femme émancipée, ce n'est pas une femme qui fait la noce, hein, contrairement à ce que d'aucuns croient. Une femme émancipée, c'est une femme qui a des droits. Et, si possible, les mêmes droits que les hommes. L'égalité des droits. D'abord des droits civils. C'est ceux auxquels les femmes du 19e siècle, notamment les ouvrières, mais aussi George Sand, étaient passionnément attachées. Le droit de toucher leur salaire sans que le mari contrôle. Le droit de choisir l'éducation de leurs enfants avec leur mari. Des droits égaux au mari dans la gestion des biens et dans l'élevage des enfants. Ça, c'est les droits civils. Et puis, les droits sociaux. Les droits sociaux, le premier des droits sociaux, c'est l'égalité du salaire. À travail égal, salaire égal. Le droit civil, une partie était acquis en 1940, mais ils ne seront pleinement acquis qu'au temps d'Yvette Roudy. Les droits sociaux, ils sont inscrits dans beaucoup de lois, dans les constitutions, partout. Mais les mettre en œuvre, c'est un autre problème, plus difficile. Et puis, les droits politiques. Les droits politiques, c'est ceux qui, en 1945, ne sont pas encore acquis aux femmes, ou plutôt qu'ils le sont en 1944, lorsque, après une initiative du général de Gaulle, Fernand Grenier obtient de l'Assemblée, qui siège à Alger, qu'elle vote l'égalité des droits civiques pour les femmes et pour les hommes. Même droit d'être élu, même droit de vote, même droit d'être représenté, même droit d'être représentante. Et enfin, viennent des droits qui appartiennent peut-être quand même un peu en propre aux femmes, c'est le droit à user de leur propre corps. C'est le droit d'avoir des enfants quand elles le veulent, de ne pas en avoir quand elles ne le veulent pas. C'est le droit à la contraception et à l'avortement. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ces droits-là, non seulement ne sont pas acquis, mais encore, ils ne font pas l'unanimité chez les féministes. Les lois scélérates de 1920 et de 1923 en France ont renforcé la répression à l'égard de la contraception. Elles ont maintenu des peines extrêmement lourdes, au nom desquelles d'ailleurs une femme sera exécutée par Vichy, contre les avorteuses, les faiseuses d'anges, et les condamnations ont plu au début des années 1920. Et une partie des féministes, notamment catholiques, il y avait des féministes catholiques, mais pas uniquement, ont toléré la loi. C'est dans les milieux radicaux, les milieux du féminisme radical, et notamment chez les enseignantes, chez les institutrices, organisées dans la Fédération unitaire de l'enseignement, et aussi d'ailleurs dans la Fédération CGT, que la lutte pour ces droits a été le plus vite, et aussi à la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai que la Ligue des droits de l'homme a eu deux objectifs très précis. C'est le droit de vote des femmes, et c'est le droit des femmes à leur propre corps. Eh bien, on va voir plusieurs des aspects de ces problèmes dans les actualités et les documents qui vont suivre. D'abord, dans le cadre des actualités allemandes, on va voir un grand congrès qui
qui se prépare, un congrès internationaliste, d'autres sujets aussi que nous commenterons selon l'usage quand nous le voulons. Der Turm des Münchner Rathauses erhielt im April 1944 einen leichten Treffer, der auch das berühmte Glockenspiel beschädigte. Im August dieses Jahres wurde mit der Instandsetzung begonnen. Und nun spielt es wieder täglich zur gewohnten Stunde um 11 Uhr vormittags seine altvertrauten Weisen. Auch der Figurenreigen dreht sich wieder gravitätisch im Kreise. Neben dem Turnierspiel wird auch der Schäfflertanz dargestellt. Ein Tanz, der von der lustigen Innung der Schäffler oder Böttcher nach der großen Pest des Jahres 1463 zum ersten Mal getanzt wurde, um die verängstigten Bewohner aus ihren Häusern herauszulocken und ihnen Hoffnung und neuen Lebensmut zu geben. Auf dem Northfield-Flugplatz stellt der Gruppenkapitän Bader einige der unsterblichen Helden, der wenigen, wie sie in England genannt werden, Lord Dowding vor, der ihr Kommandant war, als diese Männer mit ihren Kameraden so tapfer in der Schlacht um England kämpften. Damals, vor 5 Jahren, schoss dieser Kampfverband 185 deutsche Flugzeuge ab. Dies war das letzte Mal, dass die deutsche Luftwaffe England im Masseneinsatz angreifen konnte. Das war eigentlich der Tag, der das Ende der Schlacht um England entschied. Die wenigen fliegen heute wieder über London, geführt von Gruppenkapitän Bader, der im Kriege beide Beine verlor. Diesmal an der Spitze von 300 modernen Kampfflugzeugen. Dieser Flug ist die Eröffnung der sogenannten Danksagungswoche, in der England das Andenken seiner Helden feiert. Über dem Londoner Osten, der das Ziel vieler deutscher Bombenangriffe während des ganzen Krieges war, drehen die Schlachtflieger nach Westen ab. Sie fliegen vorbei an der St. Paulskathedrale. Über den Trafalgar Square, wo sich Tausende versammelt haben. Zwischen anderen erbeuteten deutschen Waffen ein V-Geschoss. Heute nicht mehr eine Waffe der Zerstörung, sondern ein Gegenstand der Neugierde. Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten sprach Ministerpräsident Clement Attlee. Er ruft die Nation dazu auf, sich im Frieden der Opfer des Krieges wert zu zeigen. In Linz in Österreich ist der Dampfer Passau wieder in Betrieb gestellt worden zur Beförderung von Vergnügungsreisenden. Es sind jetzt Mitglieder der alliierten Truppen, Männer der amerikanischen 26. Division. Hier entspannen sie sich vom Dienst des Soldatenalltags. Sie genießen die sanfte Schönheit dieser Ufer, den Anblick der stillen Dörfer und der alten Burgen. Die Reise geht auf Kosten der Armeekasse. Es wird keine Gebühr erhoben. Eine zusätzliche Freude für die Reisenden. In einem feierlichen Akt übergab in Hamburg ein Vertreter der Militärregierung das Haus, das bis zum Jahre 1933 Eigentum der freien Gewerkschaften war, wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Oberst Armtert spricht. Offices will be rented
to authorize trades unions as their headquarters. And the large hall is to be made available for the entertainment of the citizens of Hamburg. Den anerkannten Gewerkschaften werden Büroräume vermietet zur Benutzung als Hauptgeschäftsstelle und der große Saal soll den Hamburgern zu Unterhaltungszwecken zur Verfügung stehen. Es ist angebracht, dass die Wiedergeburt demokratischer Einrichtungen in dieser Stadt durch die Auslöschung des Nazi-Abzeichens der Deutschen Arbeitsfront und der schändlichen Merkmale des NSBO gekennzeichnet werde. Möge diese Tat symbolisch für ein neues Zeitalter in dieser Stadt sein. Paul Beber, ein alter Baugewerkschafter, hat lange im Konzentrationslager auf diesen Tag gewartet. Mit meinen Hammerschlägen werde ich die Giftzeichen des Nationalsozialismus von der geistigen Waffenschmiede der Hamburger Arbeiterschaft entfernen. Möge diese symbolische Handlung mit zu der Erkenntnis beitragen, dass das Gift der Nazi-Propaganda restlos aus dem deutschen Volk beseitigt werden muss. Denn nur auf diesem Wege der Entwicklung werden wir zu einem wahrhaft freien, demokratischen Deutschland kommen. Jetzt begibt sich Paul Bebert auf das Gerüst und macht sich an die Arbeit, die eine neue Ära des deutschen Gewerkschaftslebens einleitet. Berriot, vous avez été syndicaliste aussi, on peut quand même juger là qu'il s'agit d'une vraie mesure de dénazification. C'est une vraie mesure. Mais que signifie cette évocation des syndicats libres? En Allemagne, on appelle syndicats libres les syndicats qui ne sont pas chrétiens. Parce que le mouvement syndical est né à la fin du 19e siècle, à un moment où les catholiques disposaient d'une immense influence. Donc, c'est des syndicats qui sont proches du Parti social-démocrate ou éventuellement des communistes. Bon. Ceci étant, les biens des syndicats ont été dévolus en mai 1933, au moment où les syndicats ont été dissous. Ils ont été dévolus au Front du Travail, présidé par le docteur Ley, un des plus proches collaborateurs de Hitler. Et parmi ces biens, il y a la Maison du Peuple. Et donc c'est normal que les syndicats récupèrent la Maison du Peuple. C'est plus que symbolique. C'est un lieu essentiel du mouvement syndical, la Maison du Peuple. Nach seiner Befreiung aus japanischen Gefängnissen betritt General Wainwright, der Held von Bataan und Corregidor, zum ersten Mal seit 5 Jahren den Boden seines amerikanischen Vaterlandes. Er wird in San Francisco vom Kommandeur der westlichen Verteidigungskräfte und von seiner Schwester begrüßt. Eine Menschenmenge von einer halben Million bildet Spalier zu Ehren des hartnäckigen Verteidigers der Philippinen. Zusammen mit seinem Sohn, dem Kommandeur Wainwright, besichtigt der General Abordnungen jener Streitkräfte, die Bataan und Corregidor gerächt haben. Bei seiner Ankunft in Washington trifft er seine Frau wieder, die er nicht mehr gesehen hat, seit sie sich Anfang des Jahres 1941 auf den Philippinen von ihm trennte. Auf ihrer Fahrt durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten empfangen der General und seine Frau die Huldigungen der Bevölkerung. Am Washington-Monument haben sich Hunderttausende zur Begrüßung des Mannes versammelt, der die Bitterkeit der Niederlage und die Freude des Sieges kennengelernt hat. Auf dem Rasenplatz vor dem Weißen Haus empfängt der General vom Präsidenten der Vereinigten Staaten die Ehrenmedaille des Kongresses. In Anerkennung seiner heldenhaften Führung, die das Maß einfacher Pflichterfüllung weit überschritt.
Firma Märklin in Göppingen hat die Produktion von Spielzeugeisenbahnen wieder aufgenommen. Deutsches Spielzeug war einst in der ganzen Welt bekannt und geschätzt. Nun sind Hunderte von Frauen und Männern wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt und widmen sich der Herstellung der kleinen Kunstwerke. Die winzigen Motore werden vor dem Einbau einer genauen Prüfung unterzogen. Die fertige Ware kommt ins Schaufenster. Zurzeit sind die Mitglieder der alliierten Truppen begeisterte Käufer. Sie freuen sich schon darauf, ihren Kindern oder jüngeren Geschwistern ein so schönes Geschenk von ihrer weiten Reise mitzubringen. Mit dem Steigen des Absatzes wird die Produktion erhöht werden. Immer mehr geschickte und fleißige Hände finden Arbeit und Brot. Große Verbände britischer Kriegsschiffe erhielten den lang erwarteten Befehl, Singapur wieder unter britische Oberhoheit zu nehmen. Krankenschwestern sind an Bord, um den Kameraden zu helfen, die heute endlich aus japanischer Gefangenschaft befreit werden. Nach der Ankunft im Hafen erwarten britische Offiziere an Bord des Kreuzers Sussex die erste Delegation der geschlagenen Feinde. Ein japanischer Schlepper fährt in die Bucht. Er führt die schwarze Flagge der Niederlage. Die japanischen Abgesandten kommen an Bord, um die bedingungslose Übergabe anzubieten. Die Formalitäten werden kurz und sachlich durchgeführt. Die Verhandlungen sind vorüber. Landungsfahrzeuge jagen an Land, um ihre erste Aufgabe durchzuführen, die Übernahme zweier Inseln außerhalb der Marinebasis. Wie überall ist auch hier jeder Widerstand erloschen. Es ist ein stolzer Augenblick für die Veteranen der 5. Indischen Division, als sie mit den Truppen des Empire in die große Seefestung einzogen. Die ersten Truppen fanden die Stadt wie ausgestorben. Straßen und Häuser waren verlassen. Nur hier und da ein japanischer Soldat auf Posten. Man hatte in der Eile vergessen, ihn abzulösen. Bald sind sie damit beschäftigt, Barrikaden beiseite zu räumen. Im Hafen gehen inzwischen die Kampftruppen an Land. Britannien tritt wieder ein in seine alten Rechte. Tausende von freudig erregten Chinesen, Malaien und Europäern jubeln den Truppen zu. War eines der vielen Kriegsgefangenenlager entdeckt, in denen britische Soldaten seit 1942 leiden mussten. Aber die drückende Schwere der Jahre ist vergessen in dem glücklichen Augenblick der Befreiung. Diese Männer haben Furchtbares erlebt. Immer neues Beweismaterial für die schändliche Brutalität der Japaner wird entdeckt.
Die Bilder sprechen eine deutliche Sprache. Sie sagen klar genug, welche Strafe für diejenigen zu fordern ist, die dafür verantwortlich sind. Ein Flugzeug bringt den obersten Befehlshaber des südostasiatischen Kommandos, Admiral Lord Mountbatten. Mit ihm kommt der Führer der 14. Armee, General Sir Slim. Der oberste Befehlshaber fährt durch die jubelnde Menge zum Staatsgebäude. Du point de vue américain, Nous n'avions pas l'intention d'utiliser la bombe atomique contre les autres, mais, disons, leur faire partager la bombe, particulièrement avec les soviétiques, n'était pas en question. Donc, on voulait s'en servir un petit peu comme monnaie d'échange pour que les Russes acceptent un certain nombre de choses. Les Britanniques voulaient participer à ce partenariat, mais étaient en fait exclus. Et on pensait à la bombe atomique en tant que telle, mais aussi on pensait à l'énergie atomique pour l'industrie. Parce que l'industrie était dans mauvais état à cette époque-là. Donc c'était l'énergie atomique à des fins pacifiques, mais l'Union soviétique, elle, ne savait pas quelles étaient nos intentions, donc c'était une menace pour eux. Ils avaient eu d'énormes pertes pendant la guerre, ils avaient élargi leur espace vital, et la bombe atomique, à ce moment-là, rendait ce nouvel espace absolument inutile. Et c'était donc une préoccupation. Ils avaient un programme nucléaire, bien sûr, et ils essayaient d'accélérer les choses pour être à égalité avec les Américains. Eh bien, on va revenir sur ces problèmes à l'occasion des négociations qui ont lieu à Londres, mais auparavant, on va voir d'autres thèmes des activités britanniques. Derbyshire Derwent, as it was 9 years ago when work on the huge Lady Bar reservoir began. Today, the valley presents a different aspect. A £6 million enterprise, the finished reservoir covers more than 500 acres. 50,000 tons of local gritstone were used on the dam. The project brought work to the area, and also some regrets, for the present village of Ashipton and many hamlets had to be submerged when the valleys were flooded. For the official opening of the reservoir, the King, accompanied by the Queen, made the 12-mile drive from Sheffield. The King first unveiled a tablet commemorating the opening ceremony. The first Derwent Valley water scheme goes back to 1889. The Lady Bar Reservoir is its greatest achievement. Later, the King deposited a copper cylinder under a 3-ton block of stone containing newspapers and coins of 1945. A find for historians if archaeologists ever have to sort out the ruins of the atomic age. The 320-foot depth of water will contain more than 6,000 million gallons. Many people brave transport difficulties to see the King open the valves to release the first head of water. Sheffield, Derby, Leicester and Nottingham will draw water from the Lady Bar Reservoir. An impressive conclusion to 9 years of engineering skill. The 20,000-ton American troop ship Argentina, as I saw her anchored in Plymouth Sound, within sight of the shores of Britain. Aboard her were the Duke and Duchess of Windsor on their way to France. The Duke has come back from the United States, wanting a job and hoping to find a permanent home. After 5 years' absence, they can see England again. Before the Argentina left for Havre, in answer to a question I put to him, the Duke said, "I'm coming back to England in the early part of October. Till then, au revoir."
James Robert Maddox, le duc de Windsor, a bénéficié d'une confidence. Nous avons cru longtemps que les Américains avaient 9 bombes atomiques en tout. En vérité, il n'y en avait que 3. 2 avaient été lancées, et la troisième? Les États-Unis avaient 3 bombes, effectivement, et le duc de Windsor avait été emmené voir Truman le 14 août, vers midi, et Truman lui avait dit qu'il n'avait pas de réponse des Japonais et qu'il devrait éventuellement laisser tomber une 3e bombe sur Tokyo. Et dans les 2 heures, les Japonais ont répondu, et donc on a annulé l'attaque sur Tokyo. Mais il n'en restait plus qu'une en état de marche, si j'ose dire, après la signature. Justice on the British model is given to those who had other ideas of how prisoners should be treated. The Belsen war criminals arrive at Lüneburg for trial. Their faces give little clue to what they're thinking. Last out of the lorry is Josef Kramer, the beast of Belsen. The calm orderliness of the scene contrasts violently with the ghastly pictures which shocked the country when they were shown in British newsreels. Our cameraman, Kenneth Gordon, covers the opening scenes of the trial. Kramer's chief woman assistant, Irma Kleiser, wears the curls. Major General Bernie Ficklin presides over the court, and the prisoners are being provided with allied officers as defense counsel. Each prisoner wears a number for identification purposes, though the cards were taken off at a later stage of the trial. Next to Kramer sits Dr. Fritz Klein, German medical officer at Belsen, a man with a loaded conscience. Chief sadist among the women, Irma Gresser, number 9, sulked her way impassively through the long tale of horror. After 12 years of Nazi thuggery, one wonders what the Germans think of British justice. They may well mistake fairness for weakness. Ce que vous voyez ici, c'est le procès de ceux qui étaient gardiens du camp de concentration de Bergen-Belsen. C'est le premier camp libéré par une division blindée britannique. Et ce n'était pas un camp de la mort, mais il avait été détruit par le typhus. Et ils ont trouvé 10 000 cadavres qui gisaient à même le sol. Et ces gens-là sont donc devant le tribunal. Il y a eu des tortures, des atrocités absolument innommables. C'est un tribunal britannique qui les a jugés. Et ils ont répondu qu'ils suivaient les ordres comme on le fera à Nuremberg ultérieurement. 11, y compris le leader, Joseph Kramer, et une jeune femme, Irma Grace, qui avait 21 ans uniquement, et qui a fait les choses les plus épouvantables qu'on puisse imaginer, et le docteur Fritz Klein, qui donnait des injections aux gens pour les tuer. Et les soviétiques, eux, avaient libéré des camps à l'Est, mais c'était le premier camp libéré par les Britanniques. Il y avait des photographes, et on a pu expliquer ces choses absolument innommables, inimaginables. Et c'est donc devenu sans doute le camp le plus célèbre de tous. Britain's frogmen disclose one of the war's best-kept secrets. The underwater swimming apparatus looks like a carnival novelty in the safety of a swimming pool. But on the D-Day invasion of Normandy, it was a different story. Then, the frogmen were on the beaches before the main assault began. With their large webbed feet, diving suits, and special breathing apparatus, they were trained to lead the war's most hazardous operation. To the British invasion troops waiting to take their first crack at Hitler's European fortress, the frogmen must have looked fantastic Wellesian figures. Frogmen had previously served in midget submarines and human torpedoes. Maybe that's where they learned to crash dive.
Of course, the Navy didn't call them frogmen, nothing so simple as that. Officially, they were LCOCUs, Landing Craft Obstacle Clearance Units. And they certainly could clear obstacles. Here's how they cut through anti-submarine nets. In the first 2 days of the invasion, frogmen cleared 2,400 obstacles, most of them with mines attached. Altogether, it must have been a frog's life. Nobody knows yet whether frogmen suits will be on sale now the war's over. If they are, maybe Pathé cameramen will bring back an interview with the Loch Ness Monster. Radar, mystery name of an even more mysterious weapon. Result of the inventive genius of the greatest body of physicists ever assembled in Britain. 2,400 men the RAF called boffins. A miracle of electronics, radar revolutionized warfare. This story tells how radar works and what it can do. The heart of radar is the cathode ray tube, as used in television. It acts as a screen, registering radio short waves transmitted by the sender. When the waves strike an object, like a plane, they echo back and are picked up and recorded. The small upside-down V shows the distance the plane is from the transmitter. Its course and speed are registered and accurately measured. Radar picks up waves echoed back by all planes. Watch the inverted V on the trace. Hostile aircraft give a constant, unvarying pattern. Allied planes are equipped with apparatus that varies the oscillation. Radar provided a protecting shield for Britain's cities and war factories. It was a major factor in the victory of the famous few in the Battle of Britain. Radar waves blanket the ether in every direction. Little Sir Echo draws a bead on an enemy plane 100 miles away. When radar in the field picks up the first warning echo, the information is phoned straight to the plotting room. 4,000 WAFs worked in Britain's radar service. Vital battle areas like southern England and the French coast became familiar to the girls who kept constant watch on the battle zones in the sky. Radar detection gives defending fighter squadrons time to get aloft and provides the ack men with a spot-on target, with location, course, speed and altitude already calculated. Many people thought radar was a sort of giant ear. In fact, it's more of a magic electronic eye, and it's rough on the hostile plane that gets caught in the beam. The Navy uses radar as a rangefinder. The reflection of radio waves is like the echo of your own voice. Everyone has shouted at a cliff face and heard the sound bounce back. Well, the radar echo registers in the oscilloscope, which shows actual waveforms of electric current and voltages. When the echo comes back more quickly, the V moves to the left. That tells you the range is decreasing. Not only ships and planes, but islands and coastlines can be seen through radar's magic eye. At the beginning of the war, people said battleships were finished because they were too vulnerable to air attack. Radar gave them new eyes. Through storm-swept nights, they went close inshore, radio echoes pinpointing the target, and bombarded the enemy coast in the darkness. The Air Force used radar for practically everything. One reconnaissance plane can put the finger on every ship in an enemy fleet. The oscilloscope signals on the left side when objects to port reflect back the radar waves, on the right for targets to starboard. Clouds or fog, day or night, the electric Sherlock Holmes never fails. Islands and land masses come through unmistakably. It's hard to believe, but radar equipment light enough to go in planes produces power equal to a big radio transmitter. Radar can keep tabs on every ship in a convoy. It can spot a submarine 50 miles away.
Below is an enemy naval base, and here's the radar picture as drawn by the instrument. To aircraft in distress, radar has proved a magnificent lifesaver. Heading for home after a bombing mission, fire, the pilot's most dreaded enemy. Fire control equipment fails to check the blaze. The radar operator sends out the distress signal. The chain home low station picks up the signal, and the exact position of the flaming plane is charted on the map. Heading for a crash landing, radar is the crew's last lifeline. As the airmen clamber to safety in the dinghies, they know there'll be no necessity to hunt them over thousands of miles of ocean. The rescue plane heads for the exact spot. Radar has proved one of flying's greatest boons. The magic electronic eye has made safe landings possible through the fog and in the night. Radar revised the textbooks of war and put the Allies on the beam to victory. In peace, still greater benefits will come from this triumph of British genius. Robert James Maddox, depuis plusieurs décennies, on a volontiers accusé les Américains d'avoir sauvé certains savants nazis pour pouvoir bénéficier de leurs connaissances et d'avoir en conséquence ignoré les problèmes de la dénazification dans ce cas-là. Il y a eu plusieurs opérations, Paperclip, Alsos, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière de faire? L'opération Paperclip était un programme anglo-américain pour prendre en détention 9000 savants qui travaillaient dans différents domaines militaires, armement, la recherche sur la bombe atomique, etc. Et ces gens devaient être emmenés sans que l'on tienne compte de leur statut de nazi parce que l'on voulait acquérir leurs connaissances, leurs qualifications. Et il y avait un autre programme, Alsos, qui était purement américain. On envoyait des équipes vers l'Italie occupée, en France, et c'était pour déterminer quel était, disons, l'avancement des Allemands vis-à-vis de la bombe atomique. On a trouvé des tonnes d'uranium qui ont été confisquées, etc. Mais c'était pour déterminer jusqu'où étaient arrivés les Allemands à la recherche de la bombe atomique. Et puis on voulait empêcher les Soviétiques aussi d'accéder à ces gens-là, ou disons qu'ils trouvent l'uranium, ou même les données qui auraient pu être nécessaires pour la bombe. Mais j'ai lu que Roosevelt était hostile à ce type de négociation qui pouvait sauver la vie, au fond, de criminels nazis. Je ne sais pas si le président Roosevelt était en faveur de ce programme. Ceci ne correspondait pas à son attitude générale, c'est-à-dire qu'il fallait poursuivre la collaboration après-guerre avec l'Union soviétique si vous vouliez établir une paix durable. Donc je ne sais vraiment pas si ce programme a été porté à son attention ou non. Il se peut qu'il n'ait pas été au courant, mais vers la fin de sa vie, les derniers mois, Roosevelt n'était pas vraiment capable de gérer les choses. Il était très, très mal en point physiquement, mais je ne sais pas vraiment si on a attiré son attention sur cette question. Et maintenant, je vais vous poser justement cette question. Quelle était l'attitude des dirigeants américains, car ils avaient plusieurs attitudes, vis-à-vis de la politique à tenir, concernant notamment la dénazification? Il y avait une division profonde au sein de l'administration Roosevelt. Il y avait Henry Morgenthau, qui était donc ministre du Trésor, mais ami de Franklin Roosevelt, qui voulait transformer l'Allemagne en, disons, un paradis pastoral. Il veut détruire toute l'industrie. À l'autre extrémité, il y avait le département d'État qui voulait rééduquer les gens et qui voulait que l'Allemagne refasse partie de la communauté européenne et prospère. Des criminels de guerre ont été donc poursuivis, mais on voulait avoir une paix souple avec l'Allemagne. Roosevelt était plutôt d'accord avec Morgenthau. Il fallait punir sévèrement les Allemands, ils étaient tous des nazis, mais le problème a été discuté très souvent et aucune décision n'a vraiment été prise vers la fin de sa vie. Il oubliait un petit peu ce qu'il disait à une personne, il approuvait autre chose. Le résultat était que vraiment à la fin, il n'y avait pas d'indication très précise venant de la présidence pour les gens qui travaillaient sur le terrain. Et Burns et Truman?
Burns et Truman du point de vue des dénazifications. Je crois qu'ils s'en préoccupent pas tellement. Je n'ai pas trouvé de discussion les impliquant sur le sujet. Truman avait des tas d'autres problèmes, la fin de la guerre avec le Japon, les négociations à Potsdam, donc il ne s'intéressait pas vraiment à cette question. Burns était devenu secrétaire d'État le 3 juillet finalement, et vraiment, il ne connaissait pas très bien la question. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment d'engagement de leur côté. Et ils pensaient suivre la pensée de Roosevelt, mais il n'y a pas de précédent. Au fond, les Américains n'avaient pas une politique vraiment définie concernant la dénazification, et vis-à-vis de l'Allemagne, c'était comme après la guerre de 14-18. Est-ce qu'il faut trop punir ou pas assez? Outre l'absence de direction précise donnée par la présidence, c'était interprété par les différents quartiers généraux militaires qui avaient leur interprétation, et ces directives variaient énormément. Et quand ça arrivait aux gens sur le terrain, ils n'avaient, eux, pas de haine particulière à l'égard des Allemands. Ils n'avaient pas été attaqués par l'Allemagne ou occupés par les Allemands. Et donc, il fallait d'abord faire tourner les choses dans les pays. Il fallait rétablir l'eau, l'électricité, etc. Donc ça variait énormément d'un membre du gouvernement à un autre. Certains étaient très durs à l'égard des nazis et les empêchaient d'avoir le moindre poste, tandis que d'autres disaient il est plus important de redémarrer les tramways ou les autobus, et à ce moment-là, on était beaucoup plus souple. Il n'y avait pas vraiment de ligne politique. En France, à l'époque, on a eu l'impression très désagréable que les Américains ne dénazifiaient pas vraiment l'Allemagne, alors que les Russes, au contraire, un peu comme les Français, avaient la haine au cœur et ils souhaitaient que des sanctions soient prises. Comment voyez-vous ça d'Amérique? Je comprends ce sentiment parce que les Américains, dans beaucoup de cas, n'ont pas traité durement les nazis. Dans certains cas, par contre, ça a été vrai. Mais c'était beaucoup plus pragmatique. Les Britanniques et les Français voyaient les choses autrement. Les Américains, renvoyaient ceux qui avaient des postes de responsabilité. Et à ce moment-là, évidemment, les choses ne marchaient plus et les mêmes individus allaient dans une zone française ou anglaise pour obtenir un emploi. Disons que les Français et les Anglais étaient plus durs mais plus réalistes. Les Américains suivaient les ordres, ce qui fait que des gens insignifiants parfois étaient traités très durement et des gens dont on avait besoin, eh bien, eux n'étaient pas poursuivis. Mais nous n'étions pas vraiment très sérieux au niveau de la dénazification. Eh bien, on va voir maintenant les activités françaises qui abordent d'autres aspects des rapports entre les États-Unis, l'Amérique d'un côté et l'URSS sur le problème de l'Allemagne. Il sort pour l'industrie, il sort aussi pour les foyers domestiques qui vont en recevoir. L'outillage des mines est déficient. Le quart du personnel a disparu et cependant la production monte. Le mineur est l'homme qui, en France, a fait à la cause générale le plus de sacrifices. Il a accepté de travailler le dimanche. Il a sacrifié ses congés. Il a travaillé plus vite et plus fort. La production journalière, qui était de 614 kilos par homme et par jour en 1944, est montée en juillet à 850. Et cette semaine, dans certains puits, à 1300 kilos. Ce sont ces hommes qu'a Lance, le ministre de la Production, M. Lacoste. Dernier jour de vacances, dernière joie des vacances. À la Ferté-Alais, ce sont les enfants des œuvres sociales du cinéma qui clôturent, dans les jeux et dans les rires, 2 mois de grandes vacances dans une colonie modèle. Et partout en France, les enfants des villes qu'on a pu envoyer au bonheur des forêts et des champs goûtent avec les premières fraîcheurs de l'automne les dernières heures d'une belle aventure qui leur aura donné de la santé et des forces pour l'hiver. On a bien joué, on a bien ri, on a bien respiré, on a bien mangé. Et maintenant, on va revenir, on va retrouver l'école, les murs, l'hiver. Et ils vont revenir aussi, ces 22 000 petits Parisiens qui sont allés occuper la forêt noire. 2 millions d'enfants vont revenir dans nos rues grises.
Mais ce seront 2 millions d'enfants aux joues pleines, et cela, c'est du soleil. Les Belges Sommers à gauche, Vlaminck et notre champion Éloi Tassin sont favoris au départ du Grand Prix des Nations que prend maintenant l'amateur Émile Carrara. Ainsi, 31 fois de 4 minutes en 4 minutes, comme l'anglais Overton, que voici, ils partiront. Vlaminck, à son tour, s'élance pour les 140 km contre la montre. Il grimpe allègrement la côte de Saint-Cyr. Puis traverse Trappes, la petite cité mutilée. Mais c'est maintenant le champion de France Tassin, parti le dernier. Il fonce vers Rambouillet, traverse Versailles, grimpe la côte de Picardie. Va-t-il triompher? On ne sait, car voici en effet Émile Carrara, parti 1h30 plus tôt, qui descend le pont Noir, filant vers le Parc des Princes, où se succèdent les arrivées. On le croit gagnant, jusqu'au moment où la foule enthousiasmée acclame le vrai vainqueur, Éloi Tassin. 140 km en 3h48, 18e victoire de la saison. La foire de Paris renaît cette année en dépit de la difficulté des temps. Et le général de Gaulle a tenu à voir de près cette manifestation de l'activité nationale qui, après 6 ans de guerre et dans un pays saigné à blanc, est tout simplement un tour de force. Car cette foire de Paris, où plusieurs nations étrangères sont représentées, se montre digne de ses devancières. La reconstruction française y présente des aspects encourageants et témoigne de la volonté française. Cette volonté de redressement qui est, selon les paroles du général de Gaulle, la preuve que notre pays est en train de reprendre dans le monde sa place économique. À Londres, dans Lancaster House, les 5 grands se sont réunis pour la première fois. Messieurs Molotov pour la Russie, Bevin pour l'Angleterre et Burns pour les États-Unis, ils discutent les premiers problèmes de l'organisation de la paix avec le délégué de la Chine et M. Bidault, qui représente la France. La conférence est d'abord attaquée au problème italien. La paix avec l'Italie sera la première réalisation des 5 grands. On sait déjà que l'Italie devra abandonner une partie de ses colonies. Vie nationale rénovée, collaboration pacifique avec les Alliés, premier pas d'une Italie démocratique sur le chemin de la paix. Robert James Maddox, quel est l'intérêt de cette conférence de Lancaster? L'objectif principal de cette conférence a été d'établir des traités de paix avec l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie et d'autres pays. Et c'est devenu vraiment un combat entre l'URSS et les États-Unis. James Byrne pensait qu'il pourrait imposer sa volonté. Tout le monde voulait des emprunts des États-Unis, puis nous avions la bombe atomique. Mais j'ajoute tout de suite qu'on ne voulait pas la faire tomber sur un pays, mais on voulait partager la recherche nucléaire. Et ceci aurait été très impressionnant. Molotov, quant à lui, voulait prouver que la bombe ne faisait pas peur à l'URSS. Quand Burns disait quelque chose à Molotov, alors Molotov répondait, est-ce que vous avez une bombe dans votre poche et vous voulez la lancer? Donc il n'était pas du tout impressionné. Ce qui fait que la réunion n'a mené à rien. C'était des questions de procédure, en fait. Mais simplement, les États-Unis ne voulaient pas reconnaître les gouvernements de Bulgarie et de Roumanie tels qu'ils existaient sans qu'il y ait des changements. Vienne n'est pas morte comme Berlin. Vienne a souffert de la guerre, mais la guerre n'a pu effacer le visage de Vienne. Si l'on y trouve des tas de pierres, il reste encore 1000 aspects d'autrefois. La gloriette, malgré son aile détruite, reste la gloriette. Et si Schönbrunn a été atteint, ces quelques blessures n'ont rien changé à ce décor que hantent toujours les ombres de Napoléon et du duc de Reichstadt. Quant au palais des Habsbourg, il est intact. La folie d'Hitler n'a pu tuer Vienne. Dans cette Vienne, tout emplie de souvenirs musicaux et charmants, les Français sont revenus. Ils occupent un quart de la ville et un quart de l'Autriche. Ils sont revenus en vainqueurs, décidés à effacer les traces nazies. En Extrême-Orient, la liquidation de la guerre a donné lieu à de nombreuses signatures. L'immensité du champ de bataille, réparti sur des milliers de lieux, a rendu nécessaire des redditions fragmentaires sur les différents théâtres d'opération.
Ici, à Manille, 2 généraux japonais ont apporté la reddition de l'armée des Philippines. Là, à Rangoon, 2 autres sont venus signer pour les troupes qui opéraient en Birmanie, au Siam et en Indochine. C'est dans Rangoon même que s'est déroulée la cérémonie de la signature. Les conquêtes de l'Empire du Soleil Levant ne sont plus qu'un rêve, mais son esprit guerrier a-t-il vraiment disparu? Il était juste que la Pologne célébrât dans la victoire l'anniversaire de la guerre. 6 ans ont passé. Dans Varsovie détruite, c'est un chef d'État polonais qui évoque dans une Pologne libérée, aux côtés de l'ambassadeur de France, le miracle de la résurrection polonaise. Cette nation a dû plier sous la force. Elle n'a jamais abdiqué ni sa volonté ni son espérance. C'est cela qui lui a donné la force de combattre même vaincu. C'est cela qui lui donne la force de renaître même détruite. Car on sait ce que les Allemands ont fait de la Pologne. Ils ont inventé pour elle le verbe poloniser. Et cela n'a rien empêché. Les Polonais ont combattu dans Varsovie, et s'ils ont accepté que leur ville soit détruite, c'est qu'ils voulaient qu'elle fût libre. Quel Français refuserait de s'associer au malheur de nos amis polonais en songeant que Paris a pu se libérer sans être anéanti? Mais aujourd'hui que se sont tus les bruits de la guerre, Varsovie est une ville morte. Une ville qu'on a tuée 2 fois, en 40 et en 44. Une ville qui a accepté de mourir 2 fois. Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces pans de murs que sont ici l'ambassade de France, là l'ancien monument aux morts? Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces rues où le passant marche sur 2 étages de gravats? Varsovie est une ville morte, morte, mais libre. Depuis un mois, le silence régnait sur Tunis, comme sur toute la terre islamique. Rues désertes et volets clos. Le ramadan est le temps de la pénitence. Mais le ramadan se termine. Un signal venu de la mosquée déclenche les salves qui annoncent ici traditionnellement la fin du jeûne. Et tout de suite, une foule compacte encombre les rues, par lesquelles le général Mast, résident général de France, va assister aux solennités religieuses que présidera son Altesse le Bey. En Alger, une affluence extraordinaire aux mosquées a marqué également la fin du carême musulman. Et l'Aïd Séguir a été, comme chez nous au premier de l'an, l'occasion de vœux et de congratulations au milieu de la joie du grand jeûne terminé. M. Châtaigneau, gouverneur général de l'Algérie, s'est mêlé lui-même à ces fêtes et a tenu à goûter le méchoui traditionnel, tandis que par ses soins, d'amples distributions de vivres étaient faites aux nécessiteux, car, selon le Coran, le pauvre ne doit pas être oublié dans la joie générale. Enfin, à Rabat, au milieu du déploiement traditionnel qui accompagne ces sorties, le sultan du Maroc est allé recevoir comme chaque année l'hommage des croyants. Grave fête où la fidélité à un souverain soucieux du bonheur de son peuple s'allie au respect de la loi religieuse. Robert James Maddox, ces images sur l'Afrique du Nord sont typiquement conventionnelles. Elles ne disent qu'une petite part de la vérité. Et ce qui est frappant, c'est que juste après, comme par hasard, il y a un sujet sur le ministre Tillon, ministre de l'Aviation, au moment où on a bombardé les Arabes lors de la révolte de Sétif. Je sais bien que Tillon était ministre de l'Armement et de l'Aviation et pas de l'aviation militaire, mais enfin, c'était quand même sous son égide. Et on a pu remarquer que, bien que communiste, il n'a pas protesté après ce bombardement et il est demeuré ministre. Les Arabes ne l'ont pas oublié. C'est le
bilan des ailes françaises qui, après un an d'efforts, dresse le ministre de l'Air devant 12 000 représentants du monde aéronautique. La France ne sera pas une grande nation si elle n'a pas une grande aviation, dit un slogan moderne. Dans ce domaine, la France veut brûler les étapes. Parmi les 150 aérodromes prévus, Orly tiendra la première place. Orly, que hantent aujourd'hui les tirassiers et les maçons, sera la plaque tournante des échanges aériens Europe-Amérique. Orly, avec ses 10 pistes d'envol, sera une véritable cité de l'air, sous laquelle passera dans un tunnel de 800 mètres la route de Fontainebleau et qui pourra assurer aux heures de pointe plus de 300 mouvements d'appareils. En même temps que l'infrastructure qui se prépare, la production a repris. Une chaîne de montage sort aujourd'hui le Nord 1000, quadriplace, qui est surtout utilisé pour l'école, les liaisons et le tourisme. Une autre chaîne de montage produit le SO 90, grâce auquel le courrier postal sera bientôt acheminé en France. D'autres modèles vont être construits en série, le Languedoc 161, avion gros porteur qui pourra assurer le transport de 33 passagers à la vitesse de croisière de 380 km/h. 12 appareils de ce modèle seront mis en service dès le début de 1946 sur les lignes d'Atlantique Sud. Le SO trentaine va être transformé. Équipé de moteurs plus puissants, il pourra transporter 30 passagers et atteindre une vitesse de pointe de 550 km. Le SO 93, avion postal, équipé d'un train d'atterrissage tricycle, est destiné aux liaisons continentales. Il emporte 1500 kg et possède une vitesse de croisière de 320 km. Le Scan 20, lui, est un hydravion. Avion école, il est le premier qui ait été étudié spécialement pour servir à l'instruction des pilotes de l'aéronavale. Enfin, avec le Lionel de Marmier, 8 hydravions géants du même type assureront l'année prochaine les liaisons sud-atlantiques. La flotte aérienne française n'existait pas hier, la voici née. Demain, elle sera grande. À Vienne, le général Bétoir, commandant le district français, a reçu avec tous les honneurs le maréchal Koniev, chef des troupes d'occupation en Autriche. Au nom du gouvernement provisoire de la République, il lui a remis la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Hommage de la France combattante au pays qui a soutenu un formidable effort de guerre. Au Havre, le paquebot américain Argentina a amené le duc et la duchesse de Windsor. On sait que l'ex-souverain d'Angleterre était gouverneur des Bahamas depuis 5 ans. Le duc et celle pour qui il abandonna la couronne vont se fixer en France. À Marseille, dans la curieuse petite piscine creusée dans le roc, se tient un meeting de natation. Les plongeons sont au programme. Saut de l'ange. Plongeons retournés ne sont pour la foule que d'excellents hors-d'œuvre. C'est maintenant une exhibition fort intéressante. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse papillon. Cette nage, moins fatigante qu'on pourrait le croire, demande pourtant des moyens très athlétiques. Mais Nakache, recordman d'Europe, n'en manque pas. Et voici le clou de la fête. Le Toulousain Alex Jani, ce Français qui est l'un des meilleurs nageurs du monde, s'attaque au record de France des 200 mètres au nage libre. Avec une autorité de grand champion dans un style splendide, Jani va vers la victoire, ou plutôt vers un triomphe, car il bat non seulement le vieux record de France de Jean Taris, mais aussi le record d'Europe du Suédois Björn Borg, 2 minutes 9 secondes 8 dixièmes, soit 1 seconde de moins que l'ancien record. Alex Jani, merci pour le sport de France. Et voici d'autres exemples. Le barrage de Kems sur le Rhin fut un jour détruit par l'aviation alliée. Des centaines d'usines atteintes du même coup s'arrêtèrent de tourner. Les ponts de Lyon étaient coupés comme 8000 ponts en France. Comme Saint-André de Cubzac. Comme Langeais. Et le barrage de Kems se relève.
L'eau du Rhin, une nouvelle fois domestiquée, va recommencer à fournir des millions de kilowatts. Les ponts se redressent. Plus de 4000 sont rétablis, dont plus de 500 à titre définitif. Rouen refait ses ponts sur la Seine. Blois a de nouveau uni ses deux rives, de même qu'Orléans. Sans doute faudra-t-il 6 ans encore pour retrouver intacts tous les ponts de France. Mais déjà, les routes ne s'arrêtent plus au bord des fleuves. Les fleuves ne sont plus un obstacle. Une année de labeur acharné, nos ponts sont rétablis, nos ports sont rouverts au trafic. C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon. Voici ceux qui vont signer la capitulation totale des nazis d'Extrême-Orient. Cortège curieux et hallucinant qui mêle le dramatique au saugrenu. Autour de M. Shigemitsu, nouveau ministre des Affaires étrangères, les jaquettes coudoient les uniformes. Le Japon militariste a vraiment dû céder. Un pont de navires, MacArthur, un papier consigne. Le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dans sa nudité et sa grandeur. Et là-dessus, le silence. Car le silence seul convient au geste qui marque le destin des nations. Et puis MacArthur signe, avec 6 porte-plumes dont il fera don à 6 de ses généraux. MacArthur signe. Peut-être se rappelle-t-il les noms de Pearl Harbor, de Guam, de Corregidor. Peut-être se rappelle-t-il qu'un jour il a quitté les Philippines et qu'il a dit « Je reviendrai ». Et l'amiral Nimitz signe au nom des forces américaines. Et le général Yung Chang au nom de la Chine. Et l'amiral Fraser au nom de la Grande-Bretagne. Et le général Derevianko au nom de la Russie. Et le général Leclerc au nom de la France. Au nom de la France qui a sa place dans la victoire comme elle l'a eu dans le combat. 10 minutes ont suffi, et tout à coup des nuées d'avions couvrent le ciel, convergent vers la terre japonaise que ne protège plus la montagne des dieux, le mont Fusiyama. Et tout à coup, une flotte de 400 navires fonce à toute vapeur vers les côtes. Le Missouri, qui porte l'amiral Halsey, chef de la flotte de débarquement, franchit le détroit d'Uraga. De tous côtés se dessinent les épaves de ce qui fut la formidable flotte nippone. L'épave gigantesque du Nagato, cuirassée de 35 000 tonnes, domine ce cimetière marin. Touché le 18 juillet par un bombardement aérien, le géant, depuis cette date, n'est plus qu'une redoute flottante. Il se dresse, solitaire et vaincu, comme le témoin terrible et muet d'une défaite imprévue. À la même heure, des centaines de péniches de débarquement cinglent vers toutes les plages de la baie de Tokyo. L'arme au bras, les Américains foulent le sol ennemi. Et le premier drapeau américain monte dans le ciel du Japon. Pendant que des unités vont occuper les points principaux, des débarquements se produisent sur toute la longueur du littoral. Et chaque heure voit monter au mât de nouveaux pavillons étoilés. Victoire, c'est la victoire, ces prisonniers qu'on retrouve après 3 ans. Prisonniers qui datent de l'époque de Corregidor et qui vont enfin retrouver leur pays. C'est la victoire, c'est arrivé sur le terrain d'Atsukui aux portes de Tokyo, d'un avion qui porte le nom de Batum, où s'arrêta l'avance japonaise.
Un MacArthur, grandi encore par la victoire, en descend. Pearl Harbor est effacé, et aussi Corregidor. Aujourd'hui, le monde entre dans la paix. Robert James Maddox, vous nous avez dit qu'à la négociation de Lancaster, il avait été question de l'Italie. Et on a oublié aujourd'hui qu'à cette négociation, les Soviétiques revendiquaient les colonies italiennes, et notamment la Libye. Mais en vérité, c'était pour avoir le Congo, parce qu'au Congo, il y avait de l'uranium. Est-ce que les anglo-saxons ont mesuré la nature de cette revendication? C'est-à-dire que les Américains avaient proposé qu'il y ait une administration conjointe des anciennes colonies italiennes, mais les Soviétiques ne pouvaient pas avoir une juridiction totale sur ces colonies, et les Britanniques étaient préoccupés. Ils pensaient qu'à ce moment-là, l'influence soviétique s'étendrait au-delà de la Méditerranée, et puis il y avait les gisements d'uranium au Congo belge, et Burns a dit, mais en fait c'est ça qu'ils veulent, c'est l'objectif principal. Donc, on a tout à fait compris tout de suite qu'il y avait les problèmes nucléaires dessous. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser, c'est sur l'attitude des Américains vis-à-vis de Staline et de Moscou. Car au fond, il y avait deux politiques qui s'opposaient sur le comportement à avoir vis-à-vis des Russes. La vérité est que tous les responsables américains, au plus haut niveau et leurs conseillers, voulaient, disons, être amis avec les Soviétiques. Mais il y avait deux écoles. Il y avait Averell Harriman, qui avait été à Moscou, qui était ambassadeur, disait qu'il faut être dur et ne pas se laisser bousculer, parce que si vous acceptez, ils vous considéreront comme faible. Donc ils veulent être durs. C'est comme ça qu'on s'entend avec eux. D'autres, comme Joseph Davis, disaient c'est une insulte pour eux. Ils vont se sentir comme pas pris au sérieux, etc. Il faut être gentil avec eux. Alors, il y avait ces deux tendances, n'est-ce pas? Mais la tactique, évidemment, à suivre était complètement opposée. Et Truman ne savait pas très bien comment faire. Quand il se disputait avec Molotov, ça ne marchait pas. Et ensuite, il écoutait Davis et il voulait rencontrer Staline en privé, sans Churchill en l'occurrence. Et il voulait dire à Staline que les États-Unis voulaient être les grands amis de l'Union soviétique. Merci Robert Maddox de nous avoir éclairé sur ces négociations parce qu'on en connaissait un bout, mais vous nous avez dit des choses que jusqu'à présent on n'avait jamais entendues. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités soviétiques et françaises.